bienvenue donc à l'atelier Solutions pour cette nouvelle séquence, donc la séquence de nos éclaireurs. Les éclaireurs, ce sont des chercheurs, donc ils vont vous balayer un petit peu des différentes thématiques qui vont nous orienter dans nos travaux pour faire du futur un monde plus décarboné et sur des thématiques bien ciblées. Donc on n'a pas beaucoup de temps. La règle du jeu, c'est je parle le moins possible, je leur passe la parole. Ils ont chacun 3 minutes pour nous présenter leurs travaux. Bon, ça va passer très vite. Et puis moi, mon rôle, c'est de passer de l'un à l'autre. Et on va respecter tout ça pour que dans 30 minutes, il soit passé et qu'on vous libère pour aller vers d'autres intérêts et d'autres ateliers. Voilà, merci, bienvenue à tous. Donc Abdoul, c'est à toi. C'est à toi de débuter et de nous présenter tes travaux. Donc bonjour, je suis Elzen Abdourahman, un doctorant en 3e année. Cette thèse s'agit d'une collaboration entre le laboratoire LGCGE de l'Université d'Artois et de l'Université d'Artois à Béthune et l'entreprise Bot Fondation. Elle s'intègre en fait dans la continuité des travaux pilotés par la Fédération nationale des travaux publics, FNTP, et qui vise à résoudre les différents problèmes et pathologies rencontrés sur les fondations profondes. Donc, notre étude est intitulée « Étude des mécanismes de cheminée de remontée d'eau observés sur les parois moulées ». Tout d'abord, les parois moulées sont des ouvrages de fondation profonde utilisés afin d'assurer les différentes exigences apportées par les fonctions de soutènement ou de portance. En France, des parois moulées de 20 mètres de hauteur sont coulées régulièrement, mais avec le chantier du Grand Paris, des parois moulées de plus de 50 mètres de hauteur, avec des records de plus de 70 mètres de hauteur, ont été atteintes. Et malgré les règles normatives utilisées pour le béton dans ce type d'ouvrage, des pathologies et des problèmes sont observés sur les parois moulées, tels que les cheminées de remontée d'eau et les parois écossaises. Ces pathologies conduisent à des pertes économiques et structurelles très graves. Donc, l'objectif de ces études est d'aller résoudre ces problèmes qui sont liés essentiellement à un phénomène qui s'appelle ressuage de béton. Aujourd'hui, 2 essais sont utilisés sur chantier afin de contrôler ce phénomène-là. Or, des études précédentes ont démontré que ces 2 essais ne sont pas adaptés à limiter et comprendre ces phénomènes. Pour cela, l'objectif de cette thèse était d'aller développer un essai spécifique au béton qui permet d'apporter une meilleure compréhension des pathologies observées. Notre idée était de considérer le béton comme un sol. Oui, un sol, c'est-à-dire des grains et de l'eau. Et d'appliquer les hypothèses développées pour le sol, mais maintenant sur le béton. Nous avons reçu dans un premier temps de démontrer la faisabilité d'appliquer ces théories sur le béton. Ensuite, nous avons reçu, en se basant sur ces mêmes hypothèses, à développer un essai spécifique au béton qui permet d'étudier le phénomène du ressuage. Le verrou le plus difficile pour valoriser notre essai était de répondre à cette question. Comment, à partir d'une petite cellule de 10 cm de hauteur, on peut simuler et étudier le comportement du béton dans des parois de très grande hauteur? Pour répondre à cette question, une étude comparative était réalisée entre notre essai odométrique et des colonnes de béton avec des hauteurs allant jusqu'à 1,5 m de hauteur dans le laboratoire. Nous avons reçu alors, en adaptant les conditions de la mise en œuvre du béton dans ces colonnes, de reproduire les mêmes pathologies et les mêmes problèmes observés sur les parois moulées. Pour cela, des études sont en cours de réalisation afin de contrôler, à partir de notre essai, les pathologies observées sur les parois moulées. Merci. Merci Abdoul pour cette présentation. Donc on passe maintenant à... Non, c'était pas ça le plan. Alors Amélie, j'espère que c'est bien. Mettez la slide d'après s'il vous plaît. Bon, c'est Amélie, désolé. Bon, il y a un petit couac. C'était pas le... Bon, c'est pas grave. Allez, Amélie, c'est à vous. Ça va aller? Allez, on se laisse une petite minute pour respirer à fond. Le numéro. Change de micro. Merci. Voilà. Quand tu es prêt, tu y vas, tu mets bien le micro sous la bouche. Amélie, on t'écoute. C'est bon. Ok, merci beaucoup d'être là. Je suis Amélie Thirier et je vais vous présenter la thèse que j'ai faite en collaboration entre Route de France et l'Université Gustave Eiffel, qui a porté sur la contribution à la compréhension du mûrissement des mélanges granulaires à l'émulsion de bitume. Alors,
Le contexte réglementaire veut promouvoir l'économie circulaire et puis maximiser le taux de recyclage, mais aussi réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, ça va amener un besoin d'aller vers une démarche plus verte des pratiques routières. Et puis, donc la solution que nous, on a proposée, c'était les enrobés à l'émulsion. Donc les enrobés à l'émulsion, c'est un type d'enrobé à froid, donc qui est plutôt une solution éco-compatible pour ce qu'on veut en faire, parce que ça va permettre d'économiser jusqu'à 50% d'énergie. Donc en France, il faut savoir que en 2020, par exemple, on était à seulement 5% d'enrobés à froid produits. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est rendre cette utilisation plus systématique, parce qu'on pourrait mettre ce type d'enrobé sur 85 à 90% du réseau routier français. Donc pour ça, il va falloir étendre nationalement tout ce qui est pratique régionale, en prenant en compte, donc, par exemple, la diversité climatique, la richesse minéralogique. Donc la démarche scientifique, elle s'est axée autour de 3 parties principalement. Donc une première approche en laboratoire avec des essais mécaniques sur l'enrobé et puis un petit peu de physico-chimie sur le bitume. Une deuxième partie qui là était plutôt théorique, donc on a modélisé en fait le comportement mécanique du matériau. Et puis ce qu'on a fait aussi en troisième partie, finalement, c'est qu'on a fait construire et suivi un démonstrateur multistructurel de 50 mètres de long. Donc les essais en laboratoire, ils ont permis d'un peu mieux comprendre la rigidification de l'enrobé dans le temps, sous différentes conditions extérieures, donc avec l'humidité et puis la température. Et puis ces résultats-là, on les a modélisés et puis ils nous ont permis de prévoir le comportement mécanique de l'enrobé à plus long terme. Donc les perspectives, les voici. Le démonstrateur qu'on a mis en place sur l'enceinte du labo, on va continuer de le suivre encore pendant quelques années. Donc d'un point de vue, donc ce qui est intéressant là, c'est que c'est sous conditions climatiques réelles, puisqu'il a été mis en extérieur. Et puis sous trafic accéléré, donc c'est ce que vous voyez sur la photo à droite, pardon. C'est un accélérateur de trafic qu'on appelle FABAC, qui va simuler des poids lourds sur la chaussée. Donc celui-là, on le met régulièrement en fait sur la chaussée qu'on a fait construire, et puis on regarde un peu ce que ça donne avec le temps. Donc tout ça, ça va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes et la cinétique d'endommagement du matériau. Et puis, a fortiori, on va pouvoir un peu mieux comprendre tout ce qui est rigidification du matériau, et puis aussi améliorer le dimensionnement de structures qui incorporent ces enrobés à froid. Et puis finalement, ma thèse, ce qu'elle a amené aussi, c'est qu'elle a montré qu'il y avait vraiment besoin de mieux prendre en compte tout ce qui est critères physico-chimiques du liant, donc là plutôt l'aspect vieillissement du liant dans le temps. Je vous remercie de votre attention. Merci Amélie. Merci Amélie. Donc on va passer à la présentation suivante qui est Clara. Donc Clara, il faut que tu prennes le micro 3. Qui a le micro 3? Gaël. Voilà. Tu prends le micro. Voilà. Après Gaël, tu sais pas quel numéro tu auras. Clara, donc tu es prête, donc c'est à toi. Donc tu nous présentes tes travaux et on t'écoute avec attention. Quand tu veux. Ton micro bien sous le menton. Oui. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clara Terqueux, je suis en 2e année de thèse CIFRE, dont le sujet est renforcement d'un sol compressible par inclusion rigide. Je suis employée par la société Ménard France, basée à Orsay. Je travaille au sein du laboratoire Géomass, situé à l'INSA de Lyon, et je suis également inscrite à l'Université du Havre, en Normandie. Ma thèse est cofinancée par la FNTP. Premièrement, il faut savoir que ma thèse est inscrite dans un projet national qui se nomme ASIRI+. ASIRI, c'est l'acronyme de Amélioration de sol par inclusion rigide. Et pourquoi plus? Parce qu'un premier projet national sous le nom de ASIRI a été élaboré de 2005 à 2011. Il regroupait 39 partenaires et l'objectif était d'écrire des recommandations quant à cette nouvelle technique d'amélioration de sol par inclusion rigide. Le problème, c'est que ces recommandations, elles se sont basées sur 2 types de surcharges qui sont les dallages et les remblais. Et après plusieurs années, un retour d'expérience a été fait et un nouveau projet national est né, ASIRI+, qui lui se déroulera de 2019 à 2024 et dont l'objectif est d'écrire des nouvelles recommandations basées sur les anciennes en les complétant avec les nouveaux cas de charge. Donc pour vous mettre dans le contexte,
L'amélioration de sol par inclusion rigide a plusieurs éléments. Premièrement, les inclusions rigides, ce sont des colonnes de béton qu'on vient forer à l'aide de terrières refoulantes, la plupart du temps, et qui, contrairement aux pieux, ne sont pas directement reliées à la superstructure. En effet, on a une couche de sol intermédiaire qui se nomme matelas de répartition, dont l'objectif est de répartir la charge entre les têtes des inclusions rigides et le sol. On a un phénomène d'effet voûte vers les têtes des inclusions rigides et donc la charge vers le sol, ce qui nous crée un phénomène d'interaction sol-structure assez complexe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs avantages environnementaux à cette nouvelle technique, comme par exemple la diminution du volume de béton à utiliser, la diminution du coût de maintenance et la diminution des transports de matériaux. Ma thèse, elle se concentre sur la compréhension des phénomènes de report de charge qui se situent à l'intérieur de cette couche de matériaux granulaires sous remblai de faible hauteur. Pour cela, 7 essais en vraie grandeur vont être réalisés dans une fosse au CEREMA de Rouen, dans une fosse de 8 mètres par 8 mètres, dans laquelle on est venu insérer 16 inclusions rigides, et elle va être surchargée d'un remblai de 2 mètres. Et en parallèle de ça, j'ai également 7 modèles numériques par élément fini que j'ai modélisés grâce au logiciel Plaxis 2D. Voilà, merci pour votre attention. Merci Clara, merci beaucoup pour cette présentation. Donc on passe à la présentation suivante. Gaël, tu as le bon numéro? Tu n'as pas le bon numéro? Il faut le numéro. Voilà, tu permutes. Super, c'est des surprises. Donc quand tu es prête, le micro bien sous le menton, pour pas trop le bouger, que ce soit bien fort. Et quand tu es prête, tu y vas. Okay. On t'écoute. Bonjour. Au Liban, j'ai partagé mon souhait de faire une thèse et de devenir docteur. Ma grand-mère s'est exclamée ravie de pouvoir réduire ses factures médicales. Ah, désolée, mamie, c'est pas ce que tu penses. Elle n'a pourtant pas si tort. Dès lors que j'ai entrepris ma thèse, je me suis sentie devenir médecin. Non pas du corps humain, mais des squelettes de structures maritimes construites en béton armé. Je traite et je cherche à prévenir les douleurs de ces grands ouvrages maritimes. Ces structures présentent des caractéristiques particulières au sein de leur squelette, dues à une très grande concentration des chlorures qui les fragilisent. Et oui, même ces grands ouvrages peuvent tomber malades et souffrir des douleurs osseuses, les pauvres. Les structures maritimes sont soumises à l'intrusion de l'eau de mer au sein du béton, pouvant atteindre le squelette métallique. La maladie qui en résulte est la corrosion. Et une fois celle-ci amorcée, l'ouvrage se retrouve affaibli et le béton peut être amené à éclater. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela pourrait avoir. Ma thèse est une collaboration entre le laboratoire GEM, le CEREMA Aix-en-Provence et l'entreprise Vinci Construction. Nous souhaitons, au travers de celle-ci, de mieux comprendre les phénomènes d'interaction entre hydrate et solution porale pour prédire l'évolution de la concentration de la solution porale et le coefficient de diffusion en fonction du temps. Mes travaux sont focalisés sur les bétons bas carbone. J'étudie donc la pénétration des chlorures au sein de la microstructure de 5 compositions de mortier à empreinte de carbone réduite. Mon programme expérimental, il est divisé en 2 parties. Dans la première partie, je fais un suivi des propriétés de durabilité de la microstructure en fonction de la durée de cure, vu que l'hydratation de ces nouveaux bétons prenne plus de temps que le CEM1. Dans la deuxième partie, et grâce à des essais de diffusion dans l'eau de mer reconstituée, je vais étudier l'évolution de DAP en fonction du temps. Je travaille également à la modélisation de la pénétration des ions chlorure et de la fixation et de tous les phénomènes de précipitation et de dissolution qui ont lieu pour étudier l'évolution de la concentration de la solution porale et la variation du coefficient de diffusion en fonction du temps en se servant d'un modèle de transport réactif en se servant des bases de données thermodynamiques. En introduisant la composition du liant et la formulation du béton à un modèle d'hydratation, on obtient les phases hydratées et la solution porale. Les données d'entrée pour notre modèle de transport réactif sont les propriétés du matériau avant contact. Ce modèle prédira l'avancement des chlorures dans le béton et actualisera les propriétés en fonction de cet avancement. Pour conclure, je pense que ça serait un peu difficile pour moi de traiter les douleurs de ma grand-mère, mais je suis sûre et certaine que les travaux de ma thèse contribueront à bien prédire la durabilité des nouveaux ouvrages maritimes à empreinte de carbone réduite et veilleront à la sécurité de milliers des utilisateurs. Merci. Merci Gaëlle. Merci ta grand-mère.
Alors, on permute encore les... Oh là là, voyons. Avec tout ça, tu gardes bien ton micro maintenant. Hein, parce qu'avec les... Donc Maria, c'est à ton tour. Donc tu as changé. On t'écoute. Quand tu veux, le micro bien sous le menton, on ne le bouge pas. Bonjour. Pour ceux qui ont déjà pris le métro à Paris, vous avez pu remarquer que pour accéder au quai, il faut descendre vraiment beaucoup de marches. Bon, ça vous est déjà demandé comment on est capable de passer à moins 20, voire moins 30 mètres en profondeur en toute sécurité? La réponse est simple, la technique de la paroi moulée. En fait, les ingénieurs ont recours à cette solution puisque sa réalisation est possible même dans les endroits les plus encombrés de la ville. Elle consiste dans la création d'un mur en béton armé dans le sol, réalisé par la mise en place des cages d'armature, puis par le coulage du béton, dans une tranchée creusée à l'aide d'un outil de forage et maintenue sous un fluide stabilisateur qui n'est autre que la boue de bentonite. La technique de la paroi moulée est le seul procédé de fondation qui permet d'atteindre des dimensions aussi importantes en termes de profondeur. De ce fait, les travaux du Grand Paris sont en train d'accorder une place prédominante aux parois moulées en leur attribuant les plus gros volumes de béton utilisés. Mais malheureusement, avec la systématisation de son emploi, des pathologies ou des imperfections après les travaux d'excavation et de rabotage sont apparues de façon récurrente et traitées jusqu'alors de façon relativement artisanale. Ces anomalies sont appelées pathologies de shadowing ou encore matrissage. Comme le nom le suggère, c'est l'empreinte de la cage d'armature sur le bloc de béton durci d'un panneau excavé. En d'autres termes, des traces linéaires, verticales et horizontales apparaissent sur le mur tout au long des barres où des matériaux autres que du béton sont piégés dans l'ombre des armatures. Dans certains cas, ces armatures sont apparentes et c'est ainsi que la paroi devient de mauvaise qualité. Le coût engendré par ces dégâts, ainsi que la surconsommation des matériaux, deviennent potentiellement très importants, d'où la nécessité de prévenir leur apparition et réduire les réparations. Ainsi, l'objectif de ce sujet de recherche est d'optimiser le système constructif de cette méthode de construction. Dans le but de résoudre cet enjeu, on est allé chercher parmi les éléments les plus importants comme les propriétés des matériaux, les procédés d'exécution ou encore les interactions entre les composants, les facteurs qui conditionnent l'apparition de ces pathologies. La recherche a pris 3 voies. On a utilisé les analyses statistiques pour viser une campagne expérimentale bien définie pour ensuite compléter l'étude par des simulations numériques. Le travail a commencé par l'élaboration d'une base de données à partir d'informations recueillies sur différents chantiers de parois moulées. À partir de cette base, une analyse statistique a été menée et a permis de dévoiler les points de défaillance parmi les 3 grandes familles, matériaux, techniques et interactions. Ainsi, des facteurs comme la perméabilité du sol, la pollution de la boue, la consistance du béton ou encore la configuration de la cage d'armature ont été testés selon 2 campagnes expérimentales. Une première campagne à l'échelle du mortier pour construire des mini-parois moulées dans des bacs en plastique et une deuxième campagne à une échelle un peu plus importante pour construire des fondations dans un dispositif conçu spécialement pour la réalisation des parois moulées en laboratoire. Dans les 2 cas, on a réussi à recréer la pathologie de shadowing, ce qui nous a permis de proposer des nouvelles recommandations pour la profession. Maintenant qu'on s'approche plus de la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu lors de la réalisation d'une paroi moulée, je suis plutôt tranquille de reprendre ma station de métro pour rentrer chez moi. Merci. Merci Maria. Super. Donc garde ton micro. Et donc maintenant, on a Takwa. Tu as le bon micro. Après ce jeu de micro. Tout est prêt. Tu es prête? Nous t'écoutons. Bonjour à tous, je suis Takwa Sayari, doctorante en 3e année. Mon thèse est l'étude de la cinétique de séchage des bétons, application à l'atteinte d'un gradient hydraulique représentatif dans le cadre des essais au feu. Le projet est réalisé en partenariat entre le LMPS et le CEF du CERIB et en collaboration avec la FNTP, EFA Génie Civil, EDF et CETU. Savez-vous comment le béton réagit face à l'incendie ? Face au feu, le béton subit un éclatement progressif et souvent explosif au niveau de la surface. En effet, ce matériau contient de l'eau et continue à sécher très lentement pendant sa période de service, mais il n'est jamais complètement sec. Donc le jour de l'incendie, le béton, comme une cocotte minute sans évacuation de vapeur,
L'eau emprisonnée à l'intérieur du béton s'évapore et exerce ainsi une pression importante menant à la pression ou à l'éclatement de la surface. Donc plus la quantité d'eau est importante, plus l'éclatement est important. Et en conséquence, les incendies dans les structures en béton en particulier sont souvent occasionnés par des pertes humaines ou financières très importantes. En France, 39 personnes ont été mortes lors de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc et environ 100% de l'épaisseur maximale des voussoirs a été détachée à la suite de l'incendie du tunnel sous la Manche. Donc il est primordial d'évaluer la résistance et de maîtriser cette résistance à l'incendie pour assurer la résilience des structures et la sécurité des usagers. Et à l'heure actuelle, des essais au feu existent qui sont réalisés sur des corps d'épreuve à 3 mois de conservation en atmosphère ambiante. Ces essais sont coûteux, chronophages et peu réalistes. Ainsi, le béton à 3 mois, il n'aura pas la quantité d'eau qu'il aurait eu à quelques années de séchage. Et c'est là le cœur de mon travail. Mon objectif est d'optimiser la durée et le mode de conservation de ces corps d'épreuve afin d'obtenir le comportement le plus réaliste. La méthodologie adoptée pour ce travail consiste à mener parallèlement une étude expérimentale et numérique de séchage et des essais au feu sur 4 formules de béton. Les essais de séchage sont réalisés sur des éprouvettes de taille et de géométrie différentes, allant de la plus petite échelle jusqu'à l'échelle de la structure. L'étude numérique après permet de prédire le séchage à des durées et des modes de conservation différentes. Et une caractérisation du comportement au feu est réalisée enfin pour valider les prédictions théoriques. Jusqu'à maintenant, nous avons pu mettre en place un nouveau mode de conservation représentatif de l'essai existant en une durée 6 fois plus courte. L'étape suivante consiste à mener des essais avec un conditionnement représentatif de quelques années de séchage, et ceci sur les 4 bétons étudiés. Nous cherchons, pour résumer, à optimiser les essais au feu tout en conservant la durabilité des structures, la reproductibilité du protocole et la représentativité des résultats. Merci. Merci Takwa. Merci beaucoup. Voilà, donc on a fait un tour d'horizon avec ces 6 éclaireurs, donc ces 6 chercheurs qui vous ont présenté leurs travaux avec différents laboratoires au travers des territoires, différents laboratoires en France. Ces travaux, ils sont accompagnés donc, de manière collaborative par la FNTP et des entreprises relais qui assurent le suivi technique. Évidemment, tout ça se fait en relation avec les enseignants-chercheurs, donc qui, eux, sont à l'amont, font la recherche. Vous voyez tous les enjeux qu'il y a, des thématiques, il y en a beaucoup. On vous en a présenté qu'un échantillon. Donc il y a encore du travail à faire. Et si on veut réussir notre transition, tout le monde le dit, il y a beaucoup de recherche à faire, il y a beaucoup de valorisation de la recherche à faire, il y a beaucoup de prise de connaissance des travaux faits, il y a beaucoup de partage à faire. Et c'est tout le challenge qu'on doit faire tous ensemble. Voilà, donc je vous remercie, je remercie beaucoup. On peut les applaudir encore largement. C'est un exercice qui n'est pas habituel pour eux. C'est souvent des rats de laboratoire, comme on dit. C'est pas vrai, c'est faux. Et puis, petit message, à 18h, il y a, dans le cadre des trophées DTP donc, que l'on réalise avec le moniteur, il y a également une catégorie éclaireur. Donc il y a eu des doctorants qui ont candidaté, il y a eu 4 candidats nommés. Nous saurons tout à l'heure qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante de ces trophées DTP du moniteur. Voilà, donc je vous encourage, si vous êtes présents, à venir les encourager également à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup.